Bienvenue à tous à ce troisième atelier culinaire virtuel du groupe Maurice. On est très, très heureux de vous retrouver un peu partout sur Facebook, en résidence, sur le web. Je vous sais très, très nombreux. On se trouve aujourd'hui en direct des Jardins Mélines, magnifique résidence installée au cœur d'Huntsic depuis 9 ans. Merci à toute cette belle équipe de nous recevoir aujourd'hui. Je suis Émilie Casey, votre animatrice cet après-midi. Et nous avons même des résidents sur place avec nous. Je suis pas dans la même pièce, mais bonjour à vous, chers résidents. Bonjour également à tous les visiteurs qui se sont joints à nous via le web, via Facebook et qui ne sont pas encore résidents du groupe Maurice, mais peut-être qu'après cet atelier, ça vous donnera l'eau à la bouche et peut-être envie de vous joindre à la grande famille du groupe Maurice. Ceux qui sont connectés sur l'application Zoom et même sur Facebook, là, vous pouvez poser vos questions tout au long de l'atelier via le chat dans le bas de votre écran ou sur Facebook là, directement. Je serai votre transmetteuse de vos questions à nos chefs tout au long de l'atelier. Alors, ne vous gênez surtout pas. Nos chefs nous ont présenté de magnifiques recettes qui vous donneront le goût, je l'espère, en cette température plutôt automnale, de cuisiner à la maison pour vous, pour vos proches. Vous allez voir, là, c'est vraiment des recettes très, très chouettes. Ils ont choisi de sortir un peu de ce qu'on connaît d'habitude. On cuisine le poulet, on cuisine le veau, on cuisine le bœuf. Mais on cuisine aujourd'hui des recettes à base de serre. Nos chefs, je vous les présente maintenant. D'abord, Maurice Chartrand, chef du service alimentaire du groupe Maurice et instigateur de la vision orientation fraîcheur. Je pense qu'il commence à se passer de présentation. Cher Maurice, plusieurs d'entre vous le connaissez. Bonjour Maurice. Il est accompagné de Bruno Lefoll, chef au Jardin Mélines. Petit pedigree pour Bruno, pour ceux qui le connaissent moins. Donc, après avoir fait ses études et travaillé pour nombreux restaurants en France et en Angleterre, il atterrit au Québec en 97. Et donc, c'est pendant 10 ans que Bruno a travaillé, vous le connaissez certainement, l'emblématique restaurant bistrot L'Express à Montréal. Puis comme chef privé de la famille Desmarais. Et depuis 3 ans, Bruno a le bonheur de travailler au Jardin Mélines. Alors, bonjour Bruno. Bonjour et bienvenue à tout le monde. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Moi aussi. Maurice, toi, moi et quelques-uns de nos collègues, on a eu la chance d'aller visiter une ferme d'élevage de cerfs rouges. D'ailleurs, ça a été une visite extraordinaire, une rencontre avec la famille. On a eu un énorme coup de cœur pour cette famille et cet endroit-là. Alors, j'ai envie que tu nous parles un peu, Maurice, de ce que vous allez cuisiner, mais surtout d'abord, là, pour commencer, du cerf et de cette ferme d'élevage-là. Émilie, on a eu le plaisir d'aller voir Richard Lemay avec sa famille, avec Sylvie, avec Jason, avec Maud, les enfants. Fait que ce qui est le fun, c'est d'être capable de parler à nos producteurs. Souvent, on achète de la viande, on achète des produits, puis on n'a pas la chance de leur parler, on n'a pas la chance de voir ce qu'ils font. Puis, Émilie, on le sait tout le temps, hein, une image, ça vaut 1000 mots. Et hier, avec l'équipe de production, on a fait un petit 2 minutes et demie sur la ferme. Puis, j'aimerais ça qu'on vous présente la vidéo. Aux résidents ici, vous avez le moniteur en avant pour regarder ou l'écran au fond. Puis après ça, bien, on va revenir avec le cerf, Émilie, mais je pense que quand on voit la ferme, on comprend jusqu'où a été notre travail de recherche pour trouver le meilleur produit de qualité pour les résidents. Moi, j'ai été élevé sur une ferme. Ça fait 21 ans que j'ai commencé à faire l'élevage des cerfs rouges. J'ai commencé avec 20 cerfs, puis présentement, j'en ai 650. J'ai le bonheur et la passion de faire vivre Orientation fraîcheur dans les résidences du groupe Maurice depuis bientôt plus de 5 ans et demi.
Orientation fraîcheur, c'est un peu comment on va choisir les aliments, les matières de base. Et un de nos leitmotifs, c'est d'avoir l'aliment le plus proche de la ferme à la table. Je pense qu'aujourd'hui, on a concrétisé le plus proche de la ferme à la table avec le projet qu'on a ici avec Richard et les Serres Rouges. Combien de temps la gestation? 234 jours. Ah! C'est sûr que c'est des animaux que, à des grosses chaleurs, tu les laisses tranquilles. Vraiment, il ne faut pas que ça soit trop énervé non plus. Mais par contre, c'est un animal qui est vraiment tough. S'il va dire qu'il se fait mal à un pied, quelque chose, ça guérit tout seul. Il n'y a pas de vétérinaire là-dedans. Il n'y a pas aucun médicament. Ça ne donne pas aucune injection à ça, rien. Ils n'en ont pas besoin. C'est la nature qui va faire les réparations et tout. Ouais. Quand je tombe en amour avec le cerf, j'ai beaucoup aimé comment Richard nourrissait, comment on le faisait. Il prend les invendus des fermes en entour, fait que les surplus de carottes, on va dire les légumes moches, et ça fait partie de l'alimentation du cerf rouge. On a commencé le projet au printemps, puis Richard a été livré dans les résidences, fait qu'il a eu la chance de voir les chefs, ce que peu de producteurs font. Je pensais pas qu'il servait de, mettons, comme du cerf dans les résidences. J'ai dit, tabarouette, c'est pas n'importe quelle résidence qui fait ça. C'est vraiment quelque chose qui sont sur la coche, ont la bonne qualité. Les animaux ici sont bien traités, sont bien nourris. Puis qu'au moins, avec le groupe Maurice, je sais que les cuisiniers, les chefs, ils vont pouvoir faire vraiment une bonne recette, puis ça va être bon à la fourchette. Émilie, je pense que la vidéo répond à quelques questions, mais en même temps, ça va susciter d'autres questions. Fait que si jamais les gens ici, en présentiel ou sur Facebook, vous avez des questions sur le cerf, gênez-vous pas, Émilie va me relayer les questions, puis je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. Mais ça a été une visite formidable avec Richard à la ferme. Puis ce qui est le fun de travailler des produits comme ça, mais les chefs ont vraiment eu aussi le bonheur parce que ce que je fais aujourd'hui avec Bruno, bien, il y a des recettes de cerf qui s'est faites dans les 34 résidences depuis lundi de cette semaine, puis jusqu'à la semaine prochaine. Toutes les résidences vont y goûter. Fait que les chefs ont décidé de la prêter de façon différente. Aujourd'hui, on a une recette de mijoté, on a une recette de tartare qui est un peu plus sortie des sentiers battus. Puis on va se faire un petit ketchup maison. Pour les gens, tantôt, on va nommer les ingrédients. Inquiétez-vous pas. On l'a dit, Émilie l'a dit, toutes les recettes vont être aux réceptions des résidences à partir d'en fin d'après-midi, à partir de demain, inquiétez-vous pas. Ils sont sur notre site web aussi. Fait que les gens qui veulent les télécharger sur leur tablette puis les lire, là, il n'y a pas de problème. Tout est sur le web. Fait que pas besoin de traîner de petits papiers puis de crayons. Puis vous avez des chances que moi, j'oublie un ingrédient, mais il va être écrit sur la recette. Donc, Bruno, on va commencer avec la recette du mijoté, parce que c'est la partie la plus longue à faire, notre mijoté. Les cubes de cerf sont plus gros. Parle-moi un peu de ton mijoté. Comment tu as pensé faire un mijoté de cerf? Puis parle-moi des ingrédients que tu as utilisés. En définitif, quand tu m'as proposé que ça allait être le cerf à l'honneur, moi, tout de suite, dans ma tête, j'ai dit c'est de la viande. Ça goûte pas. C'est pas une viande qui goûte fort. Et je me suis dit, je vais la marier avec du vin rouge, faire un mijoté, puis rajouter du chocolat. Le chocolat, c'est intriguant pour les gens quand on fait des recettes salées. Mais le chocolat amène, justement, avec le vin rouge, casse l'acidité, puis amène une onctuosité à la sauce. Et puis aussi, j'ai rajouté des cerises. Donc, en gros, c'est ça. Et mijoter avec l'automne, je trouvais que ça partait bien. Bien, c'est le fun parce que c'est un plat qui est réconfortant. Aujourd'hui, pour les besoins de la cause, on va le faire sur un petit rond électrique. Mais normalement, un mijoté, tu l'aurais fait au four. Donc, oui. Pensez dans votre maison, quand vous faites un mijoté, là, puis vous allez ramasser vos feuilles, vous allez faire une commission, vous revenez. Les odeurs qu'il y a dans la maison, c'est extraordinaire. Donc, on va essayer aujourd'hui, pour les gens qui sont là, de vous donner les mêmes odeurs. Puis pour les gens qui sont via Facebook, bien, on va faire comme ça, on va vous envoyer les odeurs. Tout à fait. Des résidents l'ont goûté hier. Oui. C'était quoi les commentaires sur ton cerf? Écoute, les résidents sont là. Alors. C'est très bon. Là, c'est le temps d'applaudir, là.
On va essayer tranquillement de faire rougir Bruno. Bruno a la chance, Ouais. ce qui est le fun, à tous les ateliers Orientation fraîcheur, on a essayé de se réinventer. Le premier, on l'a tourné 100% en studio en cause du COVID. On ne pouvait pas être proche de vous. Le deuxième, on l'a fait à RDM à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, on pouvait être plus proche. Et là, ben, c'est le fun parce que je pense qu'on est sur une lancée où on va pouvoir le faire live avec les résidents. Puis le cerf, vous allez voir qu'on cuisine aujourd'hui, c'était une suggestion de certains résidents. Parce que les résidents, on demande tout le temps à la fin des ateliers, allez sur Facebook, mettez des commentaires sur ce que vous voudriez le prochain atelier. Ah oui. Puis ce qui a ressorti, mais le cerf a ressorti, l'agneau a ressorti, le veau avait ressorti, on l'a refait. Fait que c'est pour ça, mais c'est vraiment vous autres qui nous avez alimentés. Bruno? Ce qui est le fun, c'est que maintenant, au Québec, moi, je suis arrivé en 97, puis il y a eu une grosse évolution au niveau des produits, avec des chefs qui sont allés chercher des producteurs, et vraiment, c'est ça qui est bien, quoi. Bien, l'offre s'est diversifiée, parce qu'avant, les gens, mais ils élevaient juste du bœuf. Puis au Québec, mais les gens commençaient à élever du cervidé, mais on voit aussi de l'agneau, on voit aussi d'autres du wapiti, il y a plusieurs bêtes qui ont sorti. Fait que c'est vraiment intéressant puisque c'est accessible à tous les gens. Ton chaudron a commencé à prendre la température. Oui, là, j'ai commencé à le chauffer. Évidemment, c'est un petit serpentin, fait que c'est pas la même chose que moi. C'est plus long. Ce que j'ai préparé hier, c'était pas sur un petit serpentin, mais on va essayer de réguler Moi, j'ai mis le mien à fond là, pour être sûr que quand je vais partir à ma recette, on va l'avoir. Donc, on commence, je mets un petit peu de corps gras, Du beurre. de l'huile, pour faire revenir un morceau de viande. Bruno, tu mets de l'huile dedans parce que ton point de fusion va être plus élevé. C'est ça, je veux pas que ça brûle. Ça, c'est très important pour ne pas que ça brûle, parce que ce corps gras-là, je le garde pour faire mon élément de liaison que je vais vous expliquer plus tard. Donc, on va attendre que ce soit bien chaud pour faire saisir la viande. C'est très important parce que ce que je recherche, c'est une coloration. Il faut que ce soit un peu coloré et pour que les sucres de la viande attachent au fond de mon chaudron. Si tu permets, Bruno, pendant que tu pars ta recette, moi, je vais continuer un petit peu ma mise en place. OK. Parce que c'est important de faire la mise en place avant nos recettes. Hein? Tu m'expliquais que quand on fait plusieurs ingrédients dans ton mijoté, bien, ça évite d'oublier des ingrédients quand on suit notre recette. Exactement. En même temps, mais c'est plus le fun pour faire ton assemblage. Exactement. Fait que toi, tu fais ça juste dans ta cuisine normalement aussi? Oui. Moi, ce que je suggère à tout le monde, c'est quand vous avez une recette, préparez tous vos ingrédients, mettez-la à côté de vous sur la table. Voilà, j'ai préparé des petits ramequins de tout. Comme ça, quand vous commencez la recette, vous n'avez pas besoin de courir partout pour chercher ceci, cela. Ça peut aussi vous éviter de faire brûler votre beurre. Oui, parce que tu n'as pas besoin d'aller chercher tes carottes à l'autre bout puis toutes tes Exactement. broches. C'est sûr que ça fait un petit peu plus de vaisselle. Ça fait plus de vaisselle, mais bon, il y a des lave-vaisselle maintenant. Hein. Donc, je vais commencer à faire revenir ma viande. D'ailleurs, la viande elle est superbe. Je ne sais pas si vous pouvez la voir de loin, là, mais vraiment, monsieur Lemay, là, félicitations. J'ai été charmé par votre qualité de viande. Mais ce qui est le fun d'acheter des produits locaux ici, c'est qu'il y a une conscience. Tu sais, on aime ça acheter des produits du Québec, mais en même temps, les producteurs sont fiers de ce qu'ils font. Puis quand ils font des produits pour je vais dire, la distribution locale, parce que c'est pas une importation, mais les gens sont très fiers. Puis hier, je jasais avec Richard, puis on regardait justement les steaks, les contrefilets ensemble. Puis il y a vraiment des spécificités. Il dit, moi, mes clients, ils le veulent comme ça, mon boucher, il faut qu'il travaille comme ça. Tu sais, il est fier de son produit. C'est une vision qui est très différente de notre boucher qui n'a pas élevé son bœuf. Ouais. Lui, il fait l'élevage, il fait boucherie, il nous le vend. Fait qu'il est 100% garant de son produit. Ah ouais, non, c'est super. Bon, là, j'ai commencé ma Messieurs, viande. Fait que j'assaisonne. Bruno, pendant que... Oups, excuse-moi de te couper, Bruno, pendant que tu assaisonnes si magnifiquement bien ta viande. Dis-moi, on parle de... J'aimerais savoir où on pourrait se procurer. Bon, évidemment, à la ferme Lemay. Moi-même, hier, j'ai acheté quelques produits. Je suis repartie avec ça, mais est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut se procurer du cerf? Est-ce qu'il faut aller dans des boucheries spécialisées ou maintenant, c'est quelque chose qu'on trouve un petit peu plus fréquemment à l'épicerie, par exemple? Je pense que c'est une viande qui est encore pas assez répandue. Fait que oui, on peut en trouver, je pense, au marché Jean Talon. Il y a
Il y a des bouchers spécialisés qui font. Puis s'il n'y en a pas, vous pouvez le demander. Je pense qu'ils peuvent faire des commandes spéciales. Et puis, je pense aussi, Maurice, que M. Lemay, on peut commander en ligne, puis il fait les livraisons. Hein. Ce qu'on a parlé avec Richard, ils ont un site web. Le site web, il va être sur notre Facebook présentement. C'est facile à commander. Il y a des petites quantités. Je n'ai pas les prix par cœur. C'est sûr que c'est plus dispendieux que du bœuf, mais quand même, c'est une qualité qui est là. Puis, M. Lemay, il est venu livrer dans ta cuisine directement. Oui, c'est le fils. Oui, le fils Jason qui est venu livrer. Et ce qu'on a fait avec Richard, on lui a dit, si les résidents veulent commander, bien, à ce moment-là, on fera des journées de livraison en résidence, puis il viendra livrer en résidence. Fait que pour lui, bien, ça va éviter de se déplacer plein de fois dans les mêmes résidences. Puis, ils font déjà la livraison à Montréal parce qu'ils ne sont pas très loin. Ce qu'on a vu tantôt, le vidéo, c'est juste à côté de la chute. Ils sont à Saint-André d'Argenteuil. Et fait que c'est un 45 minutes de Montréal. Puis eux, bien, ils distribuent directement. Puis ce qui est le fun de l'entreprise familiale, tu l'as dit, c'est son fils qui est venu. Oui. Fait que vraiment, il y a un contrôle du produit de A à Z. Puis avec le partenariat avec Richard, bien, on va refaire les très bons commentaires qu'on a eu des résidents avec le cerf. Mais on va l'intégrer, pas à toutes les semaines au menu, mais on va revenir une fois de temps en temps dans les soupers anniversaires, les soupers thématiques. Puis à ce moment-là, bien, on donnera les journées qu'on va se faire livrer. Puis il y aura possibilité de faire livrer du cerf pour les résidents. C'est très, très bien fait. En plus, c'est vraiment conditionné, des petits paquets de 500 grammes sous vide. Ça arrive congelé. Vous n'êtes pas obligé de le cuisiner tout de suite. Vous pouvez le garder. C'est vraiment... Non, c'est bien. Puis les formats, c'est... Bon, on va dire le vieux format, c'est 1 livre. Ouais. Les plus jeunes ne comprendront pas, je vais dire 450 grammes. Mais c'est vraiment des paquets qui sont faits à la livre. Donc, pour une personne, pour 2 personnes, c'est pas trop des gros paquets à dégeler ou à ouvrir sous vide. Puis, Bruno, tu fais un mijoté, mais il y a plein de plats qu'on fait, qu'on le sait qu'on va avoir des restants. Puis, on a juste à se les mettre au congélateur. Puis, quand on pense à un bœuf aux légumes, ton mijoté de cerf que tu vas faire, un pâté chinois, ça se réchauffe très bien. Là. C'est pour ça que j'ai donné une recette pour 12 personnes, parce que même si vous êtes 2, à mijoter, pour moi, là, il faut faire une assez grosse quantité pour que ce soit bon. Puis le mijoter, quand vous faites un mijoter, faites-le au minimum 2 jours à l'avance. C'est toujours meilleur réchauffé. Les plats mijotés, là, c'est meilleur réchauffé. On ne peut pas le faire le matin pour le soir. Ça va être bon pareil, mais je trouve que quand ça reste un petit peu avec la sauce... Bien, tu sais, au froid, ce que ça fait, c'est que la sauce rentre dans ta viande. Exactement. Et là, quand on prend une bouchée, tu sais, souvent on dit « Ah, c'est drôle, un bouilli, c'est sec. Mais un bouilli, c'est sec quand tu as eu ta première cuisson parce que toute la saveur est sortie de la viande. Mais quand tu le réchauffes, ça fait un peu comme une éponge, puis la saveur revient dans ta viande. C'est la même chose avec le mijoté. Fait que, tu sais, des fois, on dit « Il me semble que c'est meilleur réchauffé. » Oui, puis il y a une raison mécanique à ça. C'est que la viande, elle pompe littéralement la sauce puis la saveur après ça à l'intérieur. Ah ouais. Ben, par exemple, moi, pour les résidents, j'ai commencé à faire mon mijoté dimanche. Lundi, j'ai mis la sauce, j'ai fait la sauce que j'ai mis dans la viande. Là, j'ai fait cuire 1 heure. J'ai sorti, j'ai laissé reposer. Le lendemain, j'ai recommencé. Et que, tu sais, en fait, c'est l'action de la marinade. Il y en a beaucoup qui font mariner leur viande avant de cuire. Moi, je fais pas ça. Je préfère faire ce principe-là, puis c'est ce qui remplace la marinade, en fait. Fait que donc, ton temps de cuisson est plus long, justement parce que normalement, la marinade, le goût aurait rentré dans la viande rapidement, parce qu'on met de quoi qui est puissant, quand on marine des brochettes de poulet, entre autres. Mais là, avec ton cerf, mais tu l'as fait cuire tranquillement. Comme ça, mais le goût rentre, puis on goûte tout le temps la viande aussi. Parce que des fois, quand on fait des trucs marinés, les gens qui font du bourguignon avec du vin rouge en pu finir, souvent on se dit « Ah, ça goûte juste le vin. Oui, parce que justement, c'est mariné trop fort dedans. Exactement. Tu as tout à fait raison, Maurice. Moi, c'est pour ça que je dis pas contre les marinades, mais la cuisine a beaucoup évolué, justement. Il y a beaucoup de choses qu'on faisait avant, qu'on ne fait plus maintenant aussi. Avant, ils faisaient ça pour conserver les aliments. Hein. Il y avait la saumure, ils conservaient dans le vin ou dans autre chose. Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin. C'est pour ça que je le fais plusieurs jours à l'avance. Pour que, justement, je fais bouillir je le fais cuire au four pendant 1 heure, je le sors,
Le lendemain, je recommence. Fait que la viande, elle se détend, elle boit la sauce, comme tu dis. Là. Et puis, voilà. Bon, là, je pense que mes morceaux de cerf vont être assez colorés. C'est sûr que ça ne colore pas comme un gaz en cuisine, mais bon. J'en profite pour remercier ma directrice, Lise, qui m'a prêté un beau Le Creuset pour faire ce mijoter, parce que les mijotés, là, ça prend un chaudron à fond épais. C'est très important, parce qu'après, ça ne cuit pas sur le feu, ça va dans un four. Donc c'est très important d'avoir un chaudron à fond épais, et ça cuit à couvert. Bruno t'a mis un creuset sur ta liste du Père Noël pour cette année, je pense. Ah, elle me l'a donné. Ah, te l'a donné? Ah, c'est tellement gentil. Là, je vais enlever mes morceaux de viande. Donc, je laisse le gras qui est dedans, évidemment, parce qu'après, je vais faire revenir mes légumes. Bruno, donc, les légumes, oui. Aujourd'hui, pour ta recette, on avait parlé de brandy, mais on a un alcool de pomme que je pense qu'il pourrait être intéressant aussi à travailler avec. C'est sûr. Fait que ça fera de la pomme dans ta recette, puis moi j'ai de la pomme dans la mienne. Fait qu'on va faire une petite continuité. Tantôt, quand tu voudras flamber, là, on le fera avec la pomme. Je sais pas, est-ce qu'on a le droit de flamber? On va au moins déglacer. Donc là, je mets... C'est juste qu'il ne faudrait pas que les pompiers viennent en direct. Ça fait un spectacle, mais c'est moins agréable. Là, je mets mes oignons. Moi, je veux pas... je fais revenir ça tranquillement. Je cherche pas une coloration. Hein. Je veux que ça... On dit suer. Donc, je fais revenir tranquillement mes légumes, comme ça. Là, pour l'instant, j'ai mis oignons, carottes, céleri. À cette étape-là, on attend un peu. Je vais faire revenir tout ça. Si des fois, on peut trouver qu'il n'y a pas assez de matière grasse, vous pouvez rajouter du beurre. Ça, c'est... Le beurre, c'est bon. Hein? Très, très, très bon. Bien, alors, justement, à propos du gras, messieurs, peut-être, Maurice, tu peux donner un petit peu d'informations sur la valeur nutritive de la viande de cerf. Là. Richard nous en parlait un peu hier, mais c'est une viande qui est extrêmement maigre, avec peu de gras. Alors, peux-tu nous en dire plus un peu là-dessus? Bien, Émilie, merci de la question. Vous voyez, j'ai commencé à faire ma viande pour le tartare. Et puis, je vais vous montrer une pièce de viande. On l'a vu dans les cubes de Bruno tantôt, là. Mais regardez la viande. Je ne sais pas si on peut zoomer ou venir la chercher tranquillement. Mais elle n'est pas persillée. Donc, contrairement à ce qu'on est habitué d'une viande rouge, le bœuf, le veau, qu'on a du gras à l'intérieur du muscle, le cerf en a pas. On a un gras à l'extérieur du muscle, ce qui fait que c'est une viande qui est très maigre. Contrairement à du bœuf, c'est 10 fois plus maigre que du bœuf et 3 fois plus maigre que du poulet. En même temps, mais c'est une viande, moi j'ai adoré comment cette viande-là, elle est nourrie. Donc, contrairement à des animaux qui vont juste manger de la moulée, mais aux fermes Lemay, ils prennent les légumes, on va dire les légumes invendus, mais vous savez, les légumes maintenant sont classés par catégorie, par poids, par grosseur. Fait qu'il y a beaucoup de déclassement. Et au lieu de ces légumes-là se retrouvent un peu, je vais dire, au dépotoir, mais on les récupère et c'est ça qui nourrit les animaux. Fait que les cerfs mangent des carottes, mangent des patates, vont manger du fourrage aussi, mais vont manger vraiment là, ce qui vient des fermes en entour. Puis je vois le céleri rave de Bruno à côté. Bien, ça fait partie aussi de l'alimentation des cerfs. Fait que c'est vraiment intéressant. Souvent, les gens vont nous dire aussi « Ah, moi, mon beau-frère est allé à la chasse, puis ça goûte le sapin, puis ça goûte fort. » Bien, c'est sûr que les animaux d'élevage ne mangent pas de sapinage. Et c'est ça qui fait une grande différence entre la viande d'élevage et la viande sauvage. En même temps, mais la viande d'élevage, l'animal va marcher, va courir toute la journée parce qu'on sait très bien qu'un chevreuil, bien, c'est une proie, hein, ce n'est pas un prédateur. Donc, la viande, c'est un animal qui va travailler beaucoup plus fort dans le bois quand on pense à passer au travail à l'hiver puis à se réchauffer versus des cerfs qui sont élevés. Puis on a vu dans la vidéo tantôt, ils ont de la place en masse. Le Richard, il y a 50 acres, puis ils sont vraiment élevés à l'extérieur 12 mois par année. Mais pareil, la viande, elle n'est pas autant stressée qu'une viande qui aurait été chassée. Fait que ça fait une tendreté, mais en même temps,
ça fait aussi que la qualité de la viande est supérieure au niveau du fer et au niveau des nutriments qu'il y a dedans. Est-ce que ça répond à ta question, Amélie? Parfaitement. Merci, Maurice. Merci. Bon, je vais continuer. Là, mes légumes sont bien revenus dans ma matière grasse. Et que là, je vais rajouter ma viande avec mes légumes. Et après ça, je vais faire quelque chose. Je vais rajouter de la farine. En termes culinaires, on appelle ça singer. Donc là, je rajoute ma viande. Fait que Bruno, singer, là, c'est pas faire le singe. Là. Ben, des fois, oui, mais Parce que vous non. l'avez tout pensé, je l'ai vu dans vos yeux. Singer, en définitive, c'est pour amener un élément de liaison pour la finale, pour la sauce, pour que ça nappe un petit peu, pour pas que ce soit liquide, en fait. Souvent, Bruno, on va prendre un roux avec un quart gras puis une ça. farine. Et c'est ce que tu expliquais tantôt quand tu as dit je vais rajouter du beurre dans ma préparation au départ. Exactement. Pour ma liaison. Donc, c'était exactement ça que tu voulais nous expliquer. C'est un roux dérivé, en fait. On peut dire ça. Là, je vais mettre ma farine. Je vais faire le singe. Comme ça. Ce qui est important aussi quand vous faites des mijotés, surtout avec une viande maigre comme le cerf, quand vous la cuisez, il faut que votre bouillon soit un minimum d'épaisseur, hein, la sauce, parce que sinon, ça va assécher la viande si c'est trop liquide. Ça va faire un peu comme quand je parlais du bœuf aux légumes, du bouilli de légumes, que la viande devient sec, même si elle est dans un bouillon, parce que le bouillon la densité du bouillon est trop liquide. Exactement. Ça sent bon, Bruno, en tout cas. Oui. Vous commencez à Ça commence à sentir bon. Fait que là, j'ai fait le singe. Là, je vais rajouter mon ail. Là, ça va sentir avec l'ail, vous allez voir. Les pompiers vont venir, mais parce que ça sent bon. Je vais rajouter ma pâte de tomate. Tout ça sur le feu, sans aucun problème. Si ça attache un petit peu, c'est pas grave, mais ce qu'il ne faut pas, c'est que ça brûle. C'est ça l'important. C'est contrôler la densité de votre chaleur en dessous de votre chaudron. Ça, c'est... Puis si tu vois que ça a trop d'adhérence, tu vas faire quoi? Ah, je vais l'enlever du feu ou je vais éteindre le feu. Mais tu vas-tu le remouiller un peu? Tu pourrais-tu le mouiller aussi? Non. Non, tu vas le laisser aller. Moi, j'ai l'habitude. C'est sûr que c'est le genre de choses que... Ça colle pas. Ça arrive. Ça peut arriver. C'est pour ça que c'est important d'avoir tous ces ingrédients sur la table. Ça, c'est très important. Parce que visuellement, ça, tu contrôles ton univers. On commence, puis on ne bouge plus. Donc là, je vais mélanger tout ça. Après ça, je vais mettre mon laurier. Dans la recette, j'ai mis aussi des clous de girofle. Fait que je vais mettre des clous de girofle. Donc, je vais mettre tout ça là-dedans. Voilà, comme ça. Puis là, je vais mettre mon vin rouge. Le vin rouge, j'ai pris un petit Côte-du-Rhône, coûte pas cher à la SAQ. Là. Prenez le rouge que vous voulez, là, mais prenez pas un rouge trop cheap non plus, parce que dans la sauce, vous ressentez tout ça à la fin. C'est sûr qu'il n'y a pas l'alcool. L'alcool s'évapore, mais c'est intéressant dans une sauce d'avoir des bons ingrédients. On a du bon cerf, on a des bons légumes. Fait que... Puis souvent, on ne finira pas la bouteille de vin. Là. Tu sais, quand on est 2 ou 3, des fois, une bouteille de vin, c'est peut-être beaucoup. Oui. De mettre une tasse de vin dans notre recette. Puis au pire, on ouvre une deuxième bouteille. Ah oui. On peut faire ça. Quand on est à la maison, là, on peut ouvrir une deuxième bouteille. Ça, cette bouteille-là, je pense, ça doit être aux alentours de 13 $. C'est pas... Fait que là, tu as mis ton vin. Est-ce que tu vas faire réduire? Là, j'ai mis mon vin, donc j'attends un petit peu de voir comment que ça réagit avec la farine que j'ai mis. Donc là, je vois que ça épaissit bien comme il faut. Là, je vais rajouter mon fond. Donc j'avais marqué sur la recette, je pense, du fond de cerf, ou ça peut être du bouillon de bœuf, ça peut être du... Moi, j'ai mis du fond de veau parce que j'ai pas eu de carcasse de cerf. Fait que j'ai mis du fond de veau. Puis le fond, maintenant, il se trouve à l'épicerie.
Bon, anciennement, on appelait ça du Beauville. Il y en a liquide. Mais maintenant, vous l'avez aussi dans le rayon des surgelés. Fait que vous pouvez acheter le fond de volaille ou le fond de bœuf Tout à fait. qui est déjà congelé. Oui, il y a beaucoup de boucheries aussi où ils vendent des fonds maintenant. Hein. Oui, parce que dans une gestion éco-responsable, ben, le boucher ne veut pas perdre ses os parce que lui, il les a payés pareil. Fait que on fait beaucoup de produits transformés. Je pense que de cuisiner avec des fonds, ça évite qu'on mette beaucoup de sel. Parce que quand on achète des bases là, commerciales, des poudres, pour ne pas les nommer, là, c'est très, très, très salé. Fait que je pense qu'un petit fond qui vient de chez le boucher ou de l'épicerie, c'est tout le temps plus agréable, c'est plus santé. Je pense que quand on cuisine des ingrédients comme ça, comme le cerf, des bons ingrédients qu'on va prendre, bien, tu l'as dit pour la bouteille de vin, puis c'est aussi vrai pour tout ce qu'on va mettre. Pour le peu de différence que ça va faire dans le prix de la recette à la fin, on le fait pour se faire plaisir. Tout à fait. Fait que là... Bruno, j'ai une question pour toi. Je sais qu'on pourrait modifier ta recette, la viande par du bœuf ou peut-être du veau aussi. Est-ce qu'on doit à ce moment-là modifier quelque chose dans la recette de particulier ou si c'est intégralement simplement en changeant la viande? Non, on ne change rien du tout. C'est juste que ça va être, au lieu que ce soit du cerf, ça va être du bœuf ou du porc ou du veau. On peut même faire du lapin comme ça parce que c'est aussi une sorte de civet, en fait. Hein. Donc, il n'y a aucun problème de... Il faut suivre la recette. C'est une base, en fait. La recette que j'ai faite, c'est une base pour faire... On pourrait faire un bœuf bourguignon avec la même chose avec le chocolat. Ça se marie très, très bien. Il n'y a aucun problème. Bien, le chocolat, c'est un ingrédient magique aussi parce que dans plein de secrets de chef, pour ne pas donner le vrai secret, là, mais on va mettre du chocolat dedans parce que la petite pointe d'amertume, ça va aller chercher le goût du bœuf, mais c'est soyeux. Fait que des fois, on mange un bœuf bourguignon, puis vous dites, c'est drôle, la sauce, elle est comme enrobante en bouche. Tu sais qu'il y a du chocolat dedans, il y a du cacao. Souvent, quand on va aller au Mexique aussi, quand on sort un peu à l'extérieur, des pays d'Amérique du Sud, ils font de la mollée, mais ils vont mettre du cacao dans des sauces de bœuf. Parce que eux, c'est vraiment traditionnellement, ils vont utiliser du cacao partout. Puis on fait comme, c'est le fun, ça comme boosté, ça rehausse le goût du bœuf. Oui. Puis là, bien, ça va faire, je suis sûr, la même chose avec ton Avec le vin rouge, c'est un mariage parfait. Fait que c'est un ingrédient qui est le fun à manger comme ça, en dessert, mais aussi qu'on peut cuisiner avec. Puis tantôt, c'est ça, on avait des gens qui me disaient, c'est le chocolat avec la viande, mais c'est un vrai truc de chef. C'est ça, mais le chocolat, là, ça commence à bouillir tranquillement. Et que là, je vais commencer à mettre mon chocolat. Puis le chocolat, j'ai utilisé un chocolat à 70% de cacao. Il ne faut pas que ce soit un chocolat sucré. Il faut que ce soit un chocolat mi-amer. Oui, mais c'est ça, on va aller chercher l'amertume. Exactement. Donc, je vais rajouter mon chocolat. Est-ce que vous avez goûté le chocolat hier quand vous avez mangé le mijoté? Vous ne l'avez pas goûté, hein? Pourtant, j'en ai mis. Hein? Plein. Mais c'est subtil. C'est la beauté d'un ingrédient magique, c'est que les gens, ils ne le reconnaissent pas dans nos recettes, mais ça fait bien... C'est un rosseur naturel, le chocolat. C'est pour ça qu'on aime ça autant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient intrigués par le chocolat. Il y avait aussi beaucoup de personnes qui n'avaient jamais mangé de cerf. OK. Donc, il y a eu des découvertes. Ça, c'est super. Mais, tu sais, c'est une des facettes d'orientation fraîcheur qu'on fait en résidence depuis plus de 5 ans, c'est de faire découvrir les gens parce qu'on parle beaucoup de combattre l'agisme, mais je pense qu'on combat l'agisme aussi par l'alimentation. En résidence, les résidents sont très, je vais dire, connectés, très fashion. Puis c'est pas vrai qu'on mange en résidence comme on mangeait il y a 10 ou 15 ou 20 ans. C'est la même, ça se compare à les meilleurs restaurants. Puis, tu sais, si on regarde cette semaine dans l'application Théa, ce midi, tu avais un risotto aux crevettes qui était fait maison. Hier, tu as eu du cerf. Tu sais, il y a plein de trucs comme ça que les gens de l'extérieur s'imaginent même pas qu'on mange. Mais ça, en fin de compte, en résidence, on vit comme des gens de 30, 40 ans, puis il n'y a pas d'agisme. Donc là, ça va commencer à mijoter. Donc, ce que je vais faire, là, ça va partir au four. En définitive, ça ne partira pas au four parce que là, on est en live. On est sur un petit serpentin. Sinon, Est-ce que tu vas baisser ton feu pour pas que ça colle ou je vais baisser mon feu, je vais couvrir
Puis il y a un truc que j'ai pas mis dans la recette, que j'ai trouvé intéressant quand justement j'ai fait cette recette-là, c'est que j'ai rajouté des tranches de bacon sur le top de mon mijoté. Quand je l'ai mis au four, j'ai trouvé que c'était intéressant, le petit goût de fumée, puis aussi pour toujours le gras. Oui, c'est ça. Le gras sur le dessus va empêcher pour nourrir la viande de se dessécher parce que ça va faire, veut pas, une réduction. On ne veut pas qu'il y ait juste de la sauce dans notre plat. Puis à ce moment-là, ça va protéger vraiment la viande qui est sur le dessus. Elle ne sera pas brûlée là, par la chaleur. Fait que j'ai rajouté des tranches de bacon dessus, puis une fois que c'était fini, je les ai enlevés, puis je les ai mangés. Ah. Je sais pas pourquoi, je m'en doutais que ça pourrait finir comme ça. Donc voilà, je vais mettre mes tranches de bacon dessus, juste posées comme ça, dessus. Et après, ça va aller au four pour 1 heure à 30 minutes 375. Et après ça, vous baissez votre four à 350 pendant 30 minutes. Au bout de cette heure-là, je sors mon chaudron, je regarde comment il évolue. Et là, je vais remettre au four pour 1 heure. Je ne mets toujours pas mes cerises. Mes cerises, je vais les mettre un petit peu plus tard. Un peu à la fin? Oui, tout à fait. Ah, mais c'est parfait. Alors voilà. Émilie, est-ce que tu as des questions pour nous? J'ai faim. T'as faim? Good. Ça a l'air... Je suis un peu à côté, là. J'ai hâte de goûter, j'ai hâte de faire les dégustations. Okay. J'ai hâte aussi de voir ta recette. Maurice, tu es en train de... Bien, là, je suis en train de préparer mon tartare pendant que Bruno faisait sa recette. Fait que j'ai fini ma viande, je vais la mettre de côté. Mais là, ce qu'on va partir de notre petit ketchup maison. Vous allez voir, là, c'est vraiment facile à faire une recette de ketchup maison. Vous avez la recette sur Internet, mais si on y va au volume, vous avez 1 fois de la pomme pour 1 fois de la poire, 1 fois des oignons, 1 fois des tomates. C'est mes ingrédients de base. Je vais déglacer avec le cidre. On va mettre un peu d'alcool de pomme aussi, du gingembre, des assaisonnements à marinade dedans. Puis, à la fin, un peu comme Bruno, une cuisson en 2 étapes. À la fin, je vais revenir puis je vais mettre mes fraises et des mûres. Si je l'aurais fait au plus de bonne heure, j'aurais mis des bleuets. J'en avais plus des bleuets de disponibles. Il y en a, mais ils viennent de plus loin que nous, on peut voyager. Donc, on avait des mûres de disponibles. Fait que je vais le faire comme ça. Puis, après ça, mais le plus long dans le tartare, là, vous allez voir, c'est vraiment ce que j'ai fait, c'est de couper la viande à la main. On ne veut pas que la viande soit hachée au moulin. C'est vraiment une coupe à la main qu'on veut. Puis, on va assembler nos ingrédients. Vous allez voir, ça va aller super vite. Donc, mon poêlon commence à chauffer. Bruno m'a laissé du beurre. Bruno, c'est gentil, tu m'as laissé du beurre. Il est là. Fait qu'on va partir notre petite recette au beurre. Vous avez remarqué, hein, toujours du beurre. Toujours du beurre. Maurice, oui. ou en fait Bruno, pendant que Maurice fait chauffer son beurre, une question nous est arrivée concernant la farine sans gluten. Quelqu'un qui cuisinerait avec la farine sans gluten à l'étape où tu fais le singe avec la viande et tes légumes, est-ce que ça pourrait changer, 1, le goût, 2, la texture, tu crois? Non, ça ne changera pas le goût. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Merci. On peut utiliser aussi la fécule de maïs, hein, s'il y en a qui ont l'habitude de cuisiner avec la fécule de maïs. Il n'y a pas de problème non plus. Hein. Tout est possible pour lier une sauce. On est tellement tranquille aujourd'hui en studio. Fait que j'ai mis mes oignons, ils vont tranquillement, puis un peu comme Bruno, on va aller chercher de la température. Normalement, avec nos poêles en cuisine qui marchent au gaz, c'est plus rapide, mais on a le temps. On va y arriver, inquiétez-vous pas. Fait que j'ai mis mes oignons, j'ai mis mes poires. Je vais mettre mes pommes un petit peu après, je vais les faire rissoler un peu. Dans la recette, on a aussi un peu de cassonade. Aujourd'hui, comme je vais utiliser un cidre qui est plus sucré avec un alcool, bien, je vais réduire mon niveau de cassonade. On va en mettre presque pas. Puis, on aurait pu aussi mettre du sirop d'érable dedans. J'adore travailler avec le sirop d'érable, d'ailleurs.
Maurice, une autre question. Encore moi. Si jamais vous avez pas, on n'a pas sous la main du cidre, est-ce qu'on pourrait, par exemple, remplacer cet alcool-là par du jus de pomme? Émilie, c'est une super question, puis surtout pour les gens qui doivent contrôler le taux de sucre, les gens qui font un peu de diabète. Oui, on peut le faire avec du jus de pomme, puis essayez de prendre un jus de pomme quand même qui est moins sucré ou qui est moins raffiné. Ça va aller, je dirais même avec un jus de pomme brut, là, ça serait vraiment l'idéal. Vous allez voir à la fin, on va retrouver presque le même goût que si on avait mis un alcool de pomme dedans, parce que l'alcool va emmener d'autres saveurs que notre jus de pomme n'a pas, mais c'est vraiment bien. Puis souvent, quand on cuisine avec les enfants, bien, c'est de leur faire prendre l'habitude aussi. Nous, on a commencé à cuisiner jeune avec des alcools, fait qu'on a pris un peu l'habitude, mais il y a plein de produits de substituts là, qu'on peut cuisiner. Laissez-vous aller. Le seul truc que je vous dirais, c'est de ne pas prendre quelque chose qui n'est pas dedans. Fait que, je ne mettrais pas un jus de canneberge ou un jus d'orange pour faire mon ketchup. Je prendrais vraiment un jus de pomme de base ou un cidre. Fait qu'on on entend, ça commence à crépiller. Toi, Bruno, de ton côté, ça commence à mijoter? Ça mijote. Est-ce que tu veux que je fasse des tuiles de parmesan? Bien, Bruno, j'aimerais ça parce qu'avec le tartare, tantôt, on va servir croûtons et tuiles de parmesan. Fait que j'aimerais ça, pendant que moi, ça cuit un petit peu de mon côté, que tu nous montres comment on fait ça, une tuile de parmesan. OK. Je vais faire ça. On va enlever ça. Alors, une tuile de parmesan. Ça prend une poêle anti-adhésive, très important. Du parmesan. Le parmesan, il faut prendre du vrai Parmigiano Reggiano pour faire ça. Sinon, si vous prenez un mélange de parmesan qu'on trouve souvent dans les épiceries, là, c'est un mélange de fromage. Ça, ce qui est en poudre, là, non? Ça ne marche pas. Ça va pas fonctionner. Il faut vraiment prendre du vrai de vrai. Du vrai Parmigiano Reggiano. Donc, on fait chauffer la poêle. Ce qu'on peut faire, on peut même partir... Je vais partir à froid, comme ça, vous allez voir. Ça va être plus facile. Moi, j'ai un cercle, comme ça, là. Donc, je mets le cercle comme ça dans ma poêle. Là, je vais faire trois petits fonds. Je vais faire 3 tuiles, OK? Donc, je mets un petit peu de... Je ne sais pas si à la caméra, on peut voir. Je n'en ai pas mis de trop. Et ça va fondre. Puis ça va devenir, après, en refroidissant, ça va être croustillant. Donc là, je rajoute un autre. Bruno, on avait-tu une fourchette ou un fouet dans le coin? Non. Je demanderais à quelqu'un de la technique de nous emmener un fouet, merci. Ça serait gentil. Je serais pas obligé de le faire avec mes mains. Là, Bruno, on parle d'un fouet, là, pas le truc en cuir. Là. Non. Okay. Déjà que je fais le singe. Maurice, ouais. je le savais, Maurice, que tu t'en allais là. Tu savais, hein? Je commence à te connaître. Mais moi, je vais vous sortir du fouet. Et puis, mais en fait, je trouve ça super intéressant, tes petites tuiles de parmesan, Bruno. C'est quelque chose de super, super facile à faire que je fais à la maison. Puis ça se sert bien en apéro, tu sais, soit avec un petit verre ou soit avec une petite entrée ou vous mettez ça dans un petit bol, les gens se servent. C'est vraiment, c'est bon, oui. C'est facile, puis ça impressionne à chaque fois, ça fait son effet. Alors, je trouve que c'est vraiment une chouette idée. Ah oui, puis là, on va le mettre en décoration avec le tartare avec de le Maurice. Tartare, oui. Ça va rajouter un petit wow. Avec des petits croûtons qu'on va se faire aussi tantôt. Fait que, Émilie, pour continuer dans ma recette, on va mariner notre viande avec... tantôt, on parlait d'un alcool qui remplace. Fait que je vais vraiment prendre mon gin. Vous allez voir, je vais mettre mon gin dedans et je vais mettre tous mes ingrédients qui sont semi-secs, puis je vais monter ma vinaigrette à part. Fait que dans la recette, on parlait d'un 30 ml pour la vinaigrette, 1 once, puis 1 once pour le tartare. On va y aller à l'œil, mais je ne penserais pas dépasser 1 once. En parlant du gin, je tiens à apporter un petit... pas de la publicité, là, mais parce que c'est un ami qui fait partie de la distillerie Rosemont, qui fabrique ses alcools à Montréal. Il utilise beaucoup d'herbes, toutes du Québec. Il fait beaucoup de recherches pour élaborer ses produits. Et il nous a fait cadeau, justement, du gin pour qu'on puisse faire nos recettes. Je tiens vraiment à le remercier. C'est le fun.
C'est la distillerie Rosemont. Puis c'est le fun d'avoir des produits locaux, tu sais. Tantôt, on parlait d'avoir des viandes puis des légumes des maraîchers du coin. Mais de plus en plus, on a des beaux alcools qui sont faits au Québec, à Montréal. On a une effervescence dans la bière. On l'a vu avec toutes les bières qui sont maintenant en canette, là, avec les beaux labels puis les belles étiquettes. Mais dans l'alcool aussi, tranquillement, ça s'en vient. D'ailleurs, on gagne de plus en plus de prix à l'international. Et tu me disais que, justement, cette semaine, le propriétaire de la distillerie Rosemont est juge dans un concours. Oui, il est parti en Belgique là, il est juge dans un concours international qui réunit tous les pays du monde. Il m'a dit qu'il va y avoir des produits de Chine, du Japon, en tout cas de partout. Et lui, il est distillateur de génération en génération. Fait que ce qui est le fun, c'est non seulement nos produits sont bons, mais quand on est capable d'être appelé comme juge à l'extérieur, c'est que tranquillement, le Québec a une renommée dans plusieurs produits. Fait que vous avez vu, j'ai mis mon gin dedans. J'ai laissé la viande absorber. Présentement, là, vous regardez, je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais la viande a vraiment absorbé le gin. C'est pour ça que quand on parlait d'une viande qui est maigre, mais dès qu'on va lui donner un ingrédient, elle va le boire, elle va le rentrer à l'intérieur. Je vais mettre mes capres. Je vais venir mettre mes petites betteraves. Betteraves marinées. Donc, tantôt, Émilie, quand tu me parlais qu'est-ce qu'on pourrait mettre au lieu du gin, bien, on aurait pu prendre aussi le vinaigre de betterave qui était dans mon contenant, parce que ça aussi, c'est un acide. Souvent, quand on parle d'un tartare, on dit qu'on mange du cru, mais c'est faux de dire qu'on mange du cru, parce que ce qui cuit notre tartare, ça va être l'acidité. Fait que ça va souvent être dans le vinaigre, dans la marinade, dans la vinaigrette, ça va venir cuire notre tartare. D'ailleurs, ce qu'on aurait pu prendre aussi, c'est de la lime ou du citron. Souvent, quand on fait du tartare de saumon, mais on va aller mettre 1 ou 2 zesses de lime et citron, puis c'est ça qui va cuire notre viande. Donc, c'est une cuisson qui est chimique. Souvent, on pense que la cuisson, c'est un peu comme le ketchup ou le mijoté qui est thermique par la chaleur, mais il y a aussi une cuisson qui peut se faire chimique avec un acide. Fait que tranquillement, le tartare, il prend plus de couleur. Je suis venu mettre les betteraves, les échalotes, les oignons rouges. Fait que c'est vraiment intéressant que ça va donner le goût en bouche. Et aussi, mais j'ai complété tranquillement mon ketchup. Fait que vous avez vu, je laisse mon liquide réduire un peu. Je viens mettre mes canneberges dedans. Je vais rajouter mes fraises. Puis c'est quand même rapide, hein? Quand on fait un ketchup de fruits, à moins qu'on veut vraiment le compoter puis l'emmener à l'étape de la compote, mais sinon, un ketchup dans une poêle ou un chaudron, ça se fait en 30 minutes, 40 minutes, si on veut vraiment avoir le goût du fruit entier au complet. Ici, il y a des résidents qui font des ketchup très, très bons ici, au Jardin Milène. On a de la compétition. Ah oui. Je peux vous montrer, j'ai une tuile de parmesan qui est prête. C'est ça. Ça donne ça. Fait que ça donne comme une chip. Comme une chip, pareil. Puis est-ce que si on l'aurait fait dans une poêle d'acier, est-ce qu'on aurait réussi ou ça prend absolument une poêle c'est mieux une poêle anti-adhésif parce qu'on ne met pas de corps gras. Hein. Le fromage est assez gras, fait qu'il se décolle tout seul. Ça va quand même assez vite. On peut les faire au four aussi. Tu les mets sur un papier qui ne colle pas. Là, un papier sulfurisé, un papier parchemin. Un papier parchemin. Tu fais tes petits tas, tu mets ça au four, puis là, tu en as une douzaine, une vingtaine d'un seul coup. Hein. Oui, puis effectivement, oui, ça va plus vite. Mais encore là, il faut rester dans notre four parce que quand elles sont prêtes, ça va très vite. On ne veut pas les brûler. Et là, ma poêle était déjà chaude. Là. Mon tartare s'en vient très, 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 très bien. Puis le tartare, comme j'ai dit, cette étape-là de la viande avec le gin, avec les oignons, mais on peut faire ça facilement 1 heure ou 2 avant que nos invités arrivent. On peut le faire à la dernière minute ou pendant qu'on... Moi, j'aime ça faire ces choses-là quand mes gens arrivent, puis je travaille sur mon îlot de cuisine. Mais sinon, j'aurais pu le faire en préparation à l'avance, puis ça aurait été aussi bien. La partie qu'on se garde... Oui, Émilie? Excuse-moi, Maurice. Il y a un petit délai, alors c'est pour ça que des fois je te coupe. Est-ce qu'on peut demander à notre boucher de couper la viande pour nous en cubes tartare? Oui, les bouchers vont le faire.
Puis, c'est pas toutes les boucheries qui vont le faire. Si vous allez dans les grandes surfaces, souvent, il n'y a pas de boucherie, ils n'ont pas le temps. Mais si vous allez à la petite boucherie, ils vont pouvoir vous le faire. Vous l'avez vu, ça se fait au couteau. Il faut quand même être bon avec un couteau, puis le couteau vraiment affûté. Mais en boucherie, je pense qu'Émilie, si on va acheter notre viande dans un petit boucher, puis souvent on parle des commerces de proximité, mais c'est ce qui est le fun, c'est qu'on bâtit des relations avec les gens. Puis quand on leur demande des petits extras comme ça, bien, ils sont enclins à nous les faire. Là, on est des clients. Fait que c'est tout le temps je pense que la relation au groupe Maurice qu'on bâtit avec nos fournisseurs, mais c'est la même que les gens, en général, devraient bâtir avec tous les marchands qui ont autour. Puis on l'a vu beaucoup pendant la pandémie, là, d'aller acheter local, d'aller acheter à la librairie, d'aller acheter de façon à 1-2 km de votre maison. Mais c'est un peu la même chose. Si le boucher il vous voit une fois tous les 10 ans, mais peut-être qu'il ne voudra pas, mais quand votre boucher vous développe. Puis les bouchers sont pleins de recettes aussi. Hein? Oui. Autant que les cuisiniers puis les chefs, vos bouchers sont pleins de recettes. Fait que c'est une bonne chose, je pense, à demander à vos bouchers. Maintenant, quand vous allez dans des boucheries, souvent, il y a même des recettes qui sont à disposition des clients. Fait que les bouchers font un bon travail maintenant. Hein. Oui. De toute façon, tous les gens ont des métiers de bouche et des métiers de passion. Alors, à partir du moment où tu travailles là-dedans, c'est parce que tu aimes bien manger, hein, en général. On a écrit dans les commentaires qu'effectivement, les bouchers le font et chargent un prix selon la quantité, par gramme. Alors, ça peut être une bonne chose parce qu'effectivement, c'est quand même un art de couper des beaux petits cubes de tartare. Ouais, c'est sûr, tout à fait. Et moi, je vais faire des croûtons. Good. Pour ton tartare. Parfait. Fait que là, on a là-dessus, on va se faire des beaux petits croûtons. Baguette ordinaire, là. Petits croûtons comme ça, là. Je vais les passer dans la poêle. Ça, c'est pareil, hein. On le fait à la poêle, là, mais on peut les faire au four, hein. Il n'y a aucun problème. Moi, je les fais toujours au four. Bien, en grosse quantité, je pense qu'au four, c'est le fun de les faire, là. Donc, Émilie, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite mayonnaise émulsionnée. Fait que c'est le même principe que si je l'avais fait en cuisine avec un pied mélangeur ou j'ai pas besoin d'en faire beaucoup. Je veux vraiment que ça va juste donner un goût crémeux à mon tartare. Il va être moins sec, il va être plus soyeux. Fait que vous voyez dans votre recette, quelqu'un qui ne voudrait pas monter une mayonnaise comme ça maison, vous avez des super mayonnaises qui se vendent aussi en épicerie. Mais moi, je vous conseille fortement de la faire maison. On l'a fait à l'huile d'olive aujourd'hui. Oui. C'est quand même le fun de le faire. Puis vous voyez, là, c'est pas très long, c'est pas très compliqué. Je vais mélanger mon tartare. Là, vous allez voir, c'est là quand on dit que ça vient plus crémeux, là. Vous voyez, même dans la nature de la viande, elle vient un petit peu plus rosée. Ma betterave, elle va venir rosée pour... Vous voyez, on a fait ça simplement aujourd'hui. On est quasiment rendu à l'étape finale. Ça, c'est tout le temps le fun à faire, mais pas tout le temps à la maison. Moi, ça ne me stresse pas. Non. Ça fait un peu sur le soleil. Il faut faire ça en dilettante. C'est sûr que nous, on boit de l'eau, mais moi, à la maison, je bois du vin. Ah, à la maison, tu bois du vin en cuisinant? Ah oui. OK. Je bois du vin. C'est pour ça que j'aime ça faire les mijoter, parce que c'est long. Alors, je bois beaucoup de vin. Tu bois beaucoup de vin pendant ce temps-là. Bien, c'est un bon truc. Moi, je pense que, tu sais, ce qu'on a fait comme recette, le mijoté, si vous le partez de bonne heure, vous accueillez les gens dans votre maison, ça sent vraiment bon. Vous travaillez après ça avec eux. Moi, j'aime ça aussi impliquer les enfants, les petits-enfants. Ah oui. Je pense que pour faire un ketchup comme ça, d'impliquer les petits-enfants, ils vont être capables de faire les poires, les pommes, puis de vous aider. Fait que je vais tranquillement débarrasser ma table. Là, j'ai fait un petit extra pour mon mijoté. Je suis désolé, m'en voulez pas, je ne vous l'ai pas fait hier. J'ai fait des petits cœurs que je vais faire rôtir aussi à ma poêle c'est pour la présentation. Fait qu'il y aura un ou une heureuse qui aura des petits cœurs. Là, tu vas faire des jaloux, Bruno, par exemple. C'est pour ça que j'aurais dit, m'en voulez pas. Fait que vous voyez, tantôt, j'ai mis mes fraises. Là, je suis rendu à l'étape de mettre mes mûres. Quand je mets mes mûres, il reste à peu près 5 minutes de cuisson.
Je veux vraiment garder le fruit entier. Et on pourrait plus le cuire, comme je vous ai dit, mais pour aujourd'hui, moi, je le veux comme ça parce que je veux qu'on goûte le fruit avec la viande. Ça va vraiment être intéressant en bouche. Alors, je vais faire les croûtons. Après ça, je vais regarder mon mijoté. On va dire que ça fait 1 heure. Fait que je vais le re-regarder. Je vais regarder comment il va. Et puis, je vais le remettre au four pendant 1 heure. Bon, cette heure-là, on ne va pas pouvoir y participer parce que ça va durer trop longtemps. Fait que par la magie ce que je vais faire, je vais mettre mes cerises tout de suite. De toute façon, il ne sera pas cuit. Hein. Vous n'allez pas le manger. Eux, ils l'ont mangé hier. C'est ça la beauté de la chose. C'est déjà fait. Ils l'ont déjà mangé. Ils l'ont déjà mangé. Tu avais combien de personnes? Je vois sur la table... excuse-moi, Maurice. Vas-y. Retiens ta question, mais je vois sur la table, devant, là, en plein milieu, un beau céleri rave. Oui. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Parce que c'est un légume qui est très méconnu, je pense. Là, on le connaît en cru beaucoup, en rémoulade. Là, je pense que c'est la façon la plus populaire probablement de le consommer. Mais toi, tu l'as apprêté d'une autre façon que je trouve vraiment très chouette. J'ai fait une purée de pommes de terre et j'ai intégré du céleri rave dedans. Avec le céleri rave, je l'ai épluché. Et puis, je l'ai coupé en quartiers et je l'ai cuit au four vapeur. Parce que nous, ici, on a la chance d'avoir un four vapeur. Mais sinon, à la maison, ce que vous pouvez faire aussi, c'est le couper. Vous le mettez dans un plat qui va au four. Là, vous mettez un petit peu de crème, un petit peu de lait. Puis vous le faites cuire bien couvert avec du papier aluminium. Vous mettez ça au four. Il faut que ça cuise assez longtemps. Il faut vraiment que ce soit bien cuit. Puis moi, après ça, quand il a été cuit, ben, je l'ai mis dans un robot. Puis je l'ai réduit en purée fine pour l'intégrer à ma purée de pommes de terre. Tu t'es fait une petite purée de céleri rave. Comment? On a mangé ça hier avec le... Oui, il y en avait dedans. C'est subtil, hein? Mais ça goûtait. Avec les pommes de terre pilées. Oui, il y avait du céleri rave dedans. La purée de céleri rave, ça donne ça, là. Je ne sais pas si on peut le voir à la caméra. Au robot, ça l'a réduit vraiment bien en purée. Moi, je l'ai fait avec de la crème. Ça fait comme une pâte, en fait, mais il ne faut pas en mettre de trop parce que c'est quand même puissant, le céleri rave. Mais moi, je trouve que c'est intéressant, surtout avec un plat comme ça. Parce que ça goûte un peu la noisette. J'aime beaucoup ça comme légumes. Les légumes racines, de toute façon, tous ces vieux légumes, justement, Émilie, tu disais que c'est un peu méconnu, c'est vrai, mais ça revient à la mode. Tous les légumes racines reviennent à la mode de plus en plus dans les cuisines. Avec Bruno, moi, je suis rendu à l'heure de me faire mon petit montage, ma petite déco. OK. Moi, je vais faire comme j'ai dit. Je vais remettre mon mijoté sur le feu. Je te prendrai 2 croûtons avec des petits toastés les passés. Je vais... Tiens. Merveilleux. De la tuile. Oui, s'il te plaît. Tiens, à la tuile. Puis, on va mettre un peu de décoration, un peu de pousse. Donc là, on va faire comme si ça avait pris 1 heure au four. Donc je vais rajouter mes cerises dedans. En fait, pas 1 heure, 2 heures. Donc je rajoute mes cerises. Et quand je mets mes cerises, après ça, je remets à mijoter encore minimum pendant 1 bonne heure. Moi, ce que j'ai fait pour les résidents hier, ça a mijoté pratiquement 12 heures. Parce que c'est une grosse quantité. Hein. Fait que je pouvais pas aller trop fort avec mon four. Okay. Sinon, ça aurait attaché dans le fond. Ça aurait collé au fond. Parce que moi, j'ai pas des chaudrons hyper grands. Fait que je les ai cuits dans des plaques comme ça, qui sont quand même c'est assez fin en dessous. Fait que je les ai cuites dans des plaques comme ça, mais qui sont épaisses de même. Fait que ça a cuit vraiment plus à basse température. Moi, je les ai cuits à 325 degrés, mais très longtemps. Ah, mais c'est bon. Ouais. Mais avec un chaudron comme le Creuset,
c'est Ouais, mais parfait. c'est merveilleux un creuset comme ça. C'est sûr que c'est dispendieux, mais c'est merveilleux là, pour une cuisson. Moi, je vais commencer mon montage aussi. Good. Ah, c'est une grosse assiette, hein. Vous n'avez pas eu une grosse assiette comme ça hier. Celle-là, c'est Émilie qui me l'a offerte pour Noël. Merci beaucoup, Émilie. Merci, Émilie, ouais. Tu es en train de passer ta ta liste liste de Père cadeaux de Noël. Noël, hein, tes Ah idées, oui. là. Ouais, c'est ça, exactement. Passe tes messages. Je profite de la tribune pour ça. Ça, c'est comme quand on était petit avec le catalogue Sears ou distribution consommateur. Là, on faisait des cercles dedans. Là, Bruno, il fait des cercles vraiment dans ce qu'il veut pour Noël. Bon, je vais dresser mon mijoté. Mettre de la sauce. Fait que ça fait vraiment une belle assiette. C'est vraiment copieux. Ah ouais. Bruno, est-ce que tu veux que je te donne des petites pousses pour décorer? Je m'en suis gardé. Ah, j'ai tout Si ce t'en qu'il veux, faut, OK, mais t'as du parfait. on va voir. Donc, on met les beaux petits croutons en cœur. Ben, Et là, tu vas faire une tresse avec ton... pour faire cute, je vais faire une petite rosace de purée pommes de terre et céleri rave au milieu. Que c'est beau. Comme ça. Là, j'ai gardé une petite pluche de céleri pour faire cute. Fait que je vais la mettre comme ça. Puis, j'ai fait un mélange de persil, ciboulette. Mais après ça, vous pouvez mettre les herbes que vous voulez, hein. Si vous aimez, je sais pas moi, pas le basilic, parce que le basilic, ça va pas avec un mijoté comme ça, mais des pluches de cerfeuil ou un mélange, même les feuilles de céleri Ouais. hachées avec du persil. Mais et puis, souvent, le céleri, on est porté la à ciboulette. acheter le cœur de céleri, le milieu. Il y a On toujours peut- des belles On peut le feuilles. mettre dans le potage, on peut le mettre en décoration. Exactement. C'est très aromatique, C'est vrai. la feuille de persil. Voilà. Voilà mon assiette. Est-ce que tu peux nous la montrer, ton assiette, Bruno, parce qu'on ne voit pas très bien à l'écran, si tu veux. Ah, génial. faire Des comme petits ça? carrés. Comme ça. Un petit peu Même, plus, je si pense t'es que même de capable, mais, côté, tu pourrais peut-être aussi... On a une caméra de côté. Non. On y arrive. Ah! Tranquillement. Oui, voilà. Là, c'est Ça a un l'air peu de la tellement cascade bon. de passer nos plats de Parce côté. que la sauce, ça fait bouger. Un beau plat d'automne, là, Je franchement. vais mettre Si ça on là. part ça, on s'en va prendre une grande marche, on revient et ça sent tellement bon. Mais c'est merveilleux. Fait qu'Émilie, il nous reste juste à finir notre ketchup parce qu'il n'est pas tout à fait prêt encore. Bruno, si tu avais eu un peu de sirop d'érable, je t'aurais mis un peu de sirop d'érable dedans ou j'aurais rajouté un peu de cassonade parce que les fraises, ce pas des fraises du Québec. Fait qu'il manque un peu de saveur. Fait que je pense que c'est ce qui reste à nous mettre dedans. Mais dans pas long, on va commencer une dégustation avec nos résidents. Ça va être vraiment le fun, hein? Ouais. On va déguster ça ensemble. Émilie, est-ce que tu avais d'autres questions pour nous? Je n'ai pas d'autres questions pour vous, messieurs. C'était franchement, est-ce que tout est terminé? Vos deux recettes sont Bien, il nous bien, reste la recette de ketchup. Et c'est sûr qu'après ça, bien, on va faire le service avec des gens qui vont venir nous aider. Présentement, vous allez, là, on a vu deux recettes différentes. Bruno, on aurait pu le faire avec du bœuf. On s'est Oui. fait des petits croûtons. Bruno, est-ce que tu veux goûter au tartare, voir s'il est à ton goût à toi? Parce que c'est quand même, c'est tes résidents, fait que c'est toi qui connais vraiment là, le... Ah oui, puis ils sont les difficiles. goûts sont Ils sont difficiles. difficiles. Ils aiment bien manger, c'est pas pareil. Ils C'est aiment vrai. la qualité. Oui. Je rajouterai du sel. Du sel? On Moi, je suis à le tour- demanderait de répéter les ingrédients pour le ketchup. En fait, le temps file, mais toutes les recettes qui ont été présentées, là, autant le mijoté, le tartare et le ketchup, se retrouveront sur Internet, sur notre site Facebook. Si vous avez participé au Zoom dans l'application, vous allez recevoir par courriel les recettes également.
et dans les résidences. Donc, les recettes sont disponibles tout partout. On demande le ketchup se sert avec le cerf ou avec le tartare? Le ketchup, normalement, il serait froid et je l'aurais servi avec le tartare. Fait que c'est pour ça que je vous dis, j'aurais fait mon ketchup la veille ou le matin, puis je l'aurais mis avec mon tartare. C'est un peu comme quand on fait une confiture d'oignon, Émilie. Tu sais, quand on mange une terrine avec une confiture d'oignon, c'est vraiment le fun. Là, d'avoir un ketchup aux fruits, ça vient remplacer notre confiture d'oignon, puis ça nous emmène vraiment ailleurs, là. Souvent, une confiture d'oignon, c'est soit trop sucré, ça goûte trop le cassis quand on met du sirop de cassis. Mais là, avec un ketchup aux fruits, on a vraiment un goût en bouche qui est le fun avec la fraise, avec la mûre, avec la pomme, la poire. Puis ça vient en même temps donner un rehaussement de saveur parce qu'on a beaucoup d'acidité dedans. Même si on a du sucre, ça va donner un rehaussement de saveur à notre tartare. Fait que sur notre petit crouton de pain, un peu de ketchup maison, un peu de tartare, puis on y va comme ça. Là, on va le faire. Tantôt, on va faire des petits plateaux. Fait que ce qui va être le fun, on va vous partager des plateaux. Nous, on va se déplacer aux tables. Puis, on va faire ça comme ça. On va faire des petites assiettes indépendantes. Mais à la maison, quand on est en famille, on pourrait mettre le tartare au milieu avec des croûtons, un peu comme quand on fait une salsa ou une guacamole avec des croûtons. Fait qu'on met notre tartare au milieu, on décore avec nos croûtons. Les gens se partagent le plat. Là, je pense qu'un tartare aussi, c'est le fun. C'est un plat qui peut facilement être partageable. En tout cas, la viande est super bonne. La viande est bonne. Est-ce qu'on commence à faire les croûtons pendant qu'on finit notre ketchup? On y va. Good. On a-tu un petit plateau, On n'a pas de plateau. On n'a pas de plateau, chef? On n'a pas de plateau. On a nos petites assiettes, c'est ça? Donc, on va directement assiettes. le monter dans les petites assiettes. Ici. Tu veux que j'enlève ça puis que je t'aide? Bien oui, on va faire ça à deux. C'est pour ça qu'on a deux fourchettes. On va être 2 fois plus efficace. Attends, je vais prendre une autre pile. Ah, parfait. Puis, Émilie, tantôt, Bruno parlait de parmesan. C'est la même chose. On a mis des petites tuiles, mais on aurait pu mettre des copeaux de parmesan sur le dessus de notre tartare. Ça aurait été merveilleux aussi. Un classique, en effet. C'est un classique. Fait qu'on va faire des... Pendant que vous faites le service, messieurs, je vais vous laisser. Moi, j'ai vraiment envie de remercier l'équipe des Jardins Émeline de nous avoir accueillis. Merci à toi, Bruno. Merci à vraiment toute l'équipe, aux résidents qui ont assisté à l'atelier. J'espère que vous avez apprécié sur place. Vous avez l'avantage d'avoir l'odeur en plus du visuel. Alors, vous êtes chanceux. J'espère que vous avez apprécié partout où vous êtes au Québec. Je pense, Bruno, que tu as des gens spéciaux à remercier. Oui, ben, tout à fait. J'ai déjà les résidents des Jardins Mylène. J'espère que ça a donné envie à des futurs résidents d'intégrer les résidences du groupe Maurice. Et aussi un tout spécial à ma maman qui est en France et qui me regarde en direct. Je suis un peu ému de le dire, mais... La magie du web. Si je fais la cuisine, c'est grâce à elle, parce que c'était une cuisinière hors pair et je l'embrasse très fort et je vais la voir bientôt. Et aussi, je voulais en profiter pour saluer tous les chefs du groupe Maurice pour leur travail, parce que... Ils travaillent fort. Ils travaillent très fort. On a une dernière question qui vient d'arriver, là, qui demande si vous faites la livraison. Ça a l'air tellement bon que on fait la livraison à l'intérieur des Jardins Méline pour aujourd'hui. On va se limiter comme ça. Fait que merci aussi, Émilie. Merci, Maurice. Bien, Bruno, ça fut un plaisir. Ça fait sortir les cuisiniers de nos cuisines. Des fois, moi, je suis pas quelqu'un qui va facilement dans les salles à manger. Je suis pas un sauvage, là, mais je sais que je parle souvent avec des résidents qui sont super sympas quand je les croise dans les corridors. Mais ta zone de confort, c'est plus dans tes chaudrons, c'est ma cuisine, en arrière c'est avec mes casseroles. tes ingrédients. C'est mon équipe aussi, service à la salle à manger, tout ce monde-là. Mais Bruno, puis, merci au service technique. Hein. Oui, bien écoute, notre super équipe technique qui était là, Gaétan avec son équipe. Ce qui est le fun aussi, Bruno, c'est que ça donne le goût aux résidents de voir des nouveautés. Puis, gênez-vous pas d'aller voir le chef dans votre résidence. On fait nos menus selon ce que vous nous dites comme rétroaction.
Puis quand vous aimez ça, ça nous fait plaisir. S'il y a des trucs qu'on fait que vous n'aimez pas, bien, si vous ne le dites pas, on va refaire nos erreurs Ça nous 2 fait puis plaisir 3 fois. Oui, ça fait toujours plaisir. Mais surtout, c'est qu'on va les enlever du menu. Parce que ce qui est important, c'est qu'on cuisine pour vous. On ne cuisine pas pour nous, on cuisine pour vous faire plaisir. Aujourd'hui, ce qui est le fun, c'est qu'on finit ça dans une dégustation. Mais c'est la même chose dans vos résidences. S'il y a des choses que vous voulez goûter, mais demandez aux chefs. Les chefs dans les résidences en font des ateliers orientation fraîcheur, font des présentations une fois par mois. Puis, souvent, bien, avec tout le bagage culturel que vous avez, bien, vous connaissez des trucs que nous, on ne connaît pas. Puis, ça nous fait plaisir aussi de grandir là-dedans puis de découvrir des choses. Fait qu'Émilie, pour aujourd'hui, je te laisse le mot de la fin. Puis nous, on va commencer, je pense, à déguster. Là, c'est la partie qui sent bon. Je vais demander à mes 2 petits amis, mes serres, de venir nous aider. Et le mot de la fin, il va être tout simple. On a déjà dit merci à tout le monde, mais il est pour toi, chef français, ta maman qui te dit « Bravo mon fils et à bientôt ». Alors, elle a écrit, alors c'est ça, effectivement, la magie du web, alors de la France. Voilà. Merci beaucoup. Alors, à bientôt tout le monde. On se voit au prochain atelier culinaire virtuel. Au revoir C'est tout le monde. devenu une tradition au groupe Maurice. Je vous dis au revoir les chefs et bonne dégustation à tous. Bye, Émilie. Bye, Émilie. Merci beaucoup. Il nous en manque encore une coupe? Oui. On va voir.